Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Dimanche en politique. Mon invité aujourd'hui est député écologiste du Maine-et-Loire, désormais non inscrit à l'Assemblée, mais c'est sous l'étiquette La République En Marche qu'il a été l'un des élus les plus en vue de la nouvelle majorité macronienne en 2017. Depuis, il a claqué la porte du parti et est devenu un des plus féroces critiques du chef de l'État. Aujourd'hui, il roule pour un autre, le candidat écologiste Yannick Jadot, dont il est le porte-parole pour la présidentielle. Mon invité dans Dimanche en politique, c'est Mathieu Orphelin. Bonjour Mathieu Orphelin. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être sur ce plateau de Dimanche en politique. On va s'intéresser d'ailleurs, pour commencer, à une ville dans laquelle je crois vous n'êtes pas allé, c'est Glasgow, où il s'est passé beaucoup de choses depuis quelques jours, bien sûr, avec la COP26. Vous n'y êtes peut-être pas allé, mais vous avez forcément suivi de très près ce qui s'est passé. Votre candidat Yannick Jadot s'y est rendu plusieurs jours cette semaine. Est-ce que, même si cette COP26, à l'heure où nous enregistrons cette émission, n'est pas complètement clôturée, est-ce que déjà vous êtes déçu ou satisfait des avancées obtenues en Écosse ? Comme toujours avec les COP, il y a des avancées qui sont insuffisantes, mais il y a des avancées. Par exemple, tous les pays se sont engagés, notamment tous les pays qui soutenaient et finançaient le développement des énergies fossiles à l'export, se sont engagés à arrêter les garanties pour les énergies fossiles à l'export. On a eu des déclarations conjointes sur les émissions de méthane, qui est un gaz à effet de serre très important. On a eu aussi une mobilisation commune des États-Unis et de la Chine. Ça, c'était plutôt une bonne surprise, alors que ces deux pays qui sont les deux plus gros émetteurs de gaz à effet de serre sont arrivés au début de la COP dans une relation de guerre froide quasiment. Voilà, donc à la fois, vous savez, les règles de décision à la COP, c'est le consensus. Donc il faut que tous les pays soient d'accord. S'il y en a un qui bloque, l'accord n'est pas conclu. Donc dans la déclaration finale, on va avoir des choses assez innovantes, par exemple... En tout cas, pas révolutionnaire. Pas révolutionnaire, mais par exemple, on a une mention explicite à la sortie des énergies fossiles, avec une formule un peu molle, mais ça va être quand même une avancée. Mais sur les gros points, les engagements, la révision à la baisse, la révision à la hausse des émissions, des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, c'est encore trop faible. Et sur les financements des pays riches vers les pays en développement, là aussi, c'est encore trop faible. Et on verra si ce sera pour la COP27 à Sharm el-Sheikh ou COP28 en Arabie Saoudite, oui, ce qui est assez surprenant d'ailleurs. Très surprenant, voilà, il faut que ça tourne, mais là, effectivement... on est dans des pays qui ne sont pas très moteurs. Qui ne sont pas très vertueux sur ce sujet. Que ça va les inspirer. Vous parlez du fonctionnement de ces COP26, le consensus, presque l'unanimité même. C'est un fonctionnement que vous avez connu d'une autre façon de l'intérieur. C'était lors de la fameuse COP21, c'était en 2015 en France. Vous étiez alors porte-parole de la Fondation Nicolas Hulot. Et vous savez depuis qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent en coulisses, bien sûr, et pas sur le devant médiatique de la scène. On se souvient de cet accord qui avait été obtenu avec beaucoup d'applaudissements par Laurent Fabius. Ce que vous nous expliquez aujourd'hui, c'est que cet accord, il a bien failli ne pas avoir lieu. Oui, parce qu'il y avait un des pays qui n'était pas d'accord, c'était le Nicaragua. Et vous voyez là, Laurent Fabius, il dit « Je regarde dans la salle, personne ne s'oppose ». En fait, la représentante du Nicaragua lève bien la main. Mais lui, volontairement, il ne la voit pas et il donne son coup de marteau. Et là, moi, on était dans la salle, c'était magnifique, j'en ai encore des frissons en voyant ça. Évidemment, tout le monde applaudit, 15 minutes d'applaudissements. Et donc après, la voix du Nicaragua, elle est éteinte. Voilà, elle a parlé quelques heures plus tard dans la nuit, parce que tous les pays parlent, en disant « Ah, mais attendez, moi, je n'étais pas d'accord », mais évidemment, c'était déjà la réussite. Alors, c'était le Nicaragua, ça aurait été les États-Unis, la Chine ou la Russie, ça aurait été plus compliqué comme coup de bluff. Ça aurait été plus compliqué, mais les États-Unis avaient finalement décidé de soutenir l'accord parce qu'on remplaçait un « shall » par un « should » en anglais, « doivent » par un « devrait ». Voilà, ça tient des petits trucs comme ça. Ça joue sur un autre pays dont j'ai oublié lequel, mais qui au dernier moment a accepté de signer l'accord en échange d'une promesse d'une visite du pape dans les 6 mois à venir. La diplomatie aussi du Vatican à l'œuvre pour l'accord de Paris. Ce sont des anecdotes qui nous font sourire aujourd'hui, mais est-ce que ça montre aussi qu'il faut revoir le mode de décision de ces COP ? Vous parlez de tyrannie du consensus. Oui, c'est une expression, c'est toujours le plus petit dénominateur commun. Donc, moi, je résume ça avec cette tyrannie du consensus. Mais
ce qu'il faut, c'est garder, c'est finalement le seul problème mondial qui se joue avec ce consensus de tous les pays, mais à côté, il faut qu'on accélère le multilatéralisme, les accords avec quelques pays ambitieux. Et là, aujourd'hui, la France, qui avait pu avoir un certain leadership, une avance sur le sujet du climat, aujourd'hui, la France a perdu ce leadership. Et moi, j'aimerais bien qu'elle engage beaucoup plus d'autres pays avec elle dans une ambition renforcée, notamment sur la baisse des émissions, notamment sur le financement pour les pays en développement. Alors on va en parler justement. Vous dites qu'il faut que la France se réveille par rapport à cette COP26. Emmanuel Macron, il s'est exprimé, c'était le 1er novembre dernier à Glasgow. On l'écoute et on en parle après. Trop d'entre nous prennent ici des engagements et ensuite signent des accords commerciaux qui font exactement le contraire. Nous ne pouvons plus continuer à avoir une planète qu'on fait fonctionner selon une grammaire et des règles qui n'intègrent pas en son cœur, ces contraintes. Nos accords commerciaux doivent refléter nos engagements climatiques. L'organisation de nos chaînes de valeur doit refléter nos exigences climatiques. Mathieu Orphelin, c'est des propos qu'aurait pu tenir Yannick Jadot, ce ne sont que des paroles? La différence, c'est que Yannick Jadot mettra en œuvre ces discours. Et c'est bien le problème là d'Emmanuel Macron, avec un discours en entrée de COP qui était assez dérangeant, assez maladroit. Il dit, voilà, nous, la France, on a fait tout ce qu'il fallait, aux autres pays d'agir. Bon. Y compris sur l'extrait que vous montrez là, sur les accords de commerce internationaux. Bien sûr qu'il faut les conditionner au respect des droits humains, de la lutte pour la biodiversité contre la déforestation, du respect des accords pour le climat. Mais la France, aujourd'hui, comme l'immense majorité des pays, ne respecte pas ces engagements pris à la COP21. Donc il faudrait d'abord, avant de faire la leçon aux autres, s'appliquer à nous-mêmes et renforcer l'action française pour le climat. Vous ne lui faites crédit de rien à Emmanuel Macron sur l'écologie? Si, il y a des... Je rappelle que vous avez été élu sous l'étiquette La République En Marche et que vous y avez cru pendant presque 2 ans. Pas tout à fait 2 ans, ça fait bientôt maintenant 3 ans que j'en suis parti. Début je lui avais 2019. déjà fait, voilà, mais je lui avais déjà dit mi-2018 que c'était plus possible après la nuit sur le glyphosate à l'Assemblée, un peu avant les Gilets jaunes, quand je lui disais, écoute, c'est pas possible qu'on reste à ne rien faire, il faut aider les gens. Moi, mais là, on arrive en fin de mandat d'Emmanuel Macron. Et donc, on a du recul. Est-ce que vous ne le créditez de rien sur l'écologie? Non, je le crédite de progrès, mais ces progrès, ils sont toujours insuffisants. Écoutez, par exemple, là, la nouvelle prime, ma prime Rénov', pour changer pour rénover, changer sa chaudière, ou autre. Voilà, un dispositif qui aurait d'ailleurs dû être mis en place dès la première année du quinquennat. Finalement, il a fallu attendre l'avant-dernière. Bon. Mais là, il y a un nouveau dispositif plus simple qu'avant. Maintenant, il n'est pas du tout suffisant, notamment, on le voit face à la hausse du prix des énergies, pour aider les ménages à faire des rénovations globales, des rénovations complètes de leur logement, et donc baisser par 2, ou par 3 ou par 4 donc c'est un premier pas, mais peut beaucoup mieux faire. Mais oui, c'est toujours le problème avec Emmanuel Macron, et même une avancée finalement, vendredi, dernier jour de la COP, donc un certain nombre de pays, les États-Unis et d'autres, lancent au début de la COP la fin des garanties, donc des aides publiques au financement des énergies fossiles à l'export. La France ne veut pas y être. Et puis tous les pays s'engagent un par un, sauf la France. Et il a fallu attendre le dernier jour de la COP. Alors que moi, je l'avais porté toute la semaine à l'Assemblée nationale en disant c'est pas possible qu'on reste les derniers. Pour que finalement on y aille aussi. Et finalement, qu'on suive. Vendredi, avant-dernier jour de la COP, enfin, le gouvernement se décide à agir. Mais je crois qu'il y a un vrai problème de prise de conscience par le gouvernement et par Emmanuel Macron de l'ensemble des changements qu'il faut mettre en œuvre. Ce qui fait que depuis 2017, en 2017, vous souteniez Emmanuel Macron pour la présidentielle. Pour 2022, on l'a compris, ce sera donc Yannick Jadot. En attendant, la campagne, elle se poursuit donc en France, puisqu'il était à la COP26 cette semaine. Où en êtes-vous des parrainages pour Yannick Jadot? On se souvient que ça n'avait pas été facile en 2017. Ça n'avait pas du tout été facile. La situation a beaucoup changé, puisqu'il y a aujourd'hui beaucoup plus d'élus régionaux dans la quasi-totalité des régions. On a aussi, et ici en Loire-Atlantique, on le voit, beaucoup plus d'élus dans les conseils départementaux. On a les conseillers de Paris et les conseillers de la métropole de Lyon qui, eux aussi, sont des électeurs, des parrains potentiels, et des marraines potentielles. Donc on a un réservoir. Donc normalement, ça devrait le faire. Vous n'êtes pas inquiet. Non, mais il faut aller les chercher. C'est un collègue de Vous en êtes où aujourd'hui? Vous avez un chiffre? Nicolas il vous en faut Thierry, 500? On les aura, ça c'est sûr. Certains, notamment chez d'autres concurrents de gauche, disent on espère qu'ils ne les auront pas. Non, préparez-vous, on va les avoir. Maintenant, on fait ça sérieusement. Et puis, il y a plein de députés qu'on n'attendait pas forcément qui vont venir nous soutenir également.
Alors, vous êtes, je l'ai dit en préambule, porte-parole, et on peut même dire chef des porte-paroles de Yannick Jadot, candidat à la présidentielle. À côté de vous, c'est pas forcément facile. Il y a beaucoup de fortes personnalités qui sont souvent d'anciens rivaux de Yannick Jadot à la primaire écologiste. Éric Piolle, le maire de Grenoble, Sandrine Rousseau. Comment ça se passe avec elle? On sait qu'elle a une grande liberté de parole, qu'elle n'a pas complètement abandonnée. Ça se passe bien. Alors, je sais que beaucoup de gens aimeraient que ça se passe mal, mais aujourd'hui, voilà, ce matin, on était encore en réunion. Réunion hebdomadaire de pilotage de la campagne. Tous les candidats et candidates à la primaire étaient là, les premiers à contribuer, à proposer, à vouloir que Yannick Jadot et l'écologie fassent le plus haut score possible en 2022. Voilà, au début, il y a eu quelques calages. Vous vous souvenez, par exemple, sur le prix de l'essence, mais c'était déjà il y a presque un mois. Et donc, c'est très bien et tout le monde trouve sa place. Dans les porte-paroles, par exemple, nous avons 7 porte-paroles, un qui vient de chacun... ou chacune des candidats et des candidates à la primaire. Vous l'avez un tout petit peu rappelé à l'ordre quand même, Mathieu Orphelin, Sandrine Rousseau, en disant elle doit être vigilante sur le fait de ne laisser aucune prise à celles et ceux qui veulent diviser les écologies. Ça veut dire c'était il y a 3 semaines à peu près, je crois, juste après, effectivement. Donc il y a eu besoin d'un petit recadrage pour dire maintenant... Recadrage, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas une discussion sur le fait que, par exemple, là, vu la situation des prix de l'essence, etc., et le fait que ce n'était pas dans le programme des écologistes de base, c'était sans doute une idée qu'il ne fallait pas mettre sur la table. Mais le mot recadrage n'est pas le mot qui me semble le plus adéquat. Par contre, il y a des discussions. Vous savez, avec un objectif commun, c'est d'arriver de toute façon au second tour, ce qui est, il faut le dire quand même, Mathieu Orphelin, pas gagné quand on regarde les sondages, même s'il faut les prendre avec prudence. Pour l'instant, le candidat écologiste est entre 7, 6,5, 7, 8% selon les instituts de sondage. Il est donc devant Anne Hidalgo, la candidate socialiste et maire de Paris, d'où l'idée et les propos qui reviennent régulièrement de dire faites cause commune et faites une candidature commune. On va écouter Anne Hidalgo, c'était sur le marché de Tulle auprès de François Hollande il y a une semaine. Vous allez voir, c'est très bref, mais très clair. J'irai jusqu'au bout, donc s'il vous plaît, plus la peine de poser la question. Alors, je ne suis pas sûre qu'on l'écoutera en tant que journaliste. On lui posera la question encore, j'en suis sûre. Elle est impossible, l'union de la gauche et des écologistes pour la présidentielle? Non, rien n'est impossible. Et si vous voulez, j'étais avec Anne Hidalgo à la soutenir pour les municipales à Paris quand elle a sorti cette phrase qui, depuis, a beaucoup tourné, où elle expliquait, quand elle était candidate à Paris, qu'elle ne serait jamais candidate à la présidentielle. Et elle disait donc même... Vous voulez dire que les paroles n'engagent... Non, mais voilà, donc j'étais là, à ses côtés. Et donc... laissons du temps, elle vient de lancer... Combien de temps? C'est-à-dire que si vous êtes toujours à 6-7%, l'un et l'autre, voire moins... Non, aujourd'hui, on était à peu près à 6%, Yannick Jadot, 6% Anne Hidalgo, il y a un mois, avant les résultats de la primaire. Aujourd'hui, c'est plutôt... Regardez tous les sondages. Oui, un petit peu plus pour Yannick Jadot. Oui. Autour de 8 et elle plutôt entre 4 et 5. Entre 4 et 5. Donc, ce n'est pas la même histoire. Maintenant, on a le temps. Cette présidentielle, c'est en avril. En tout cas, ça peut se poser, cette question. Bien sûr. Elle se posera. Moi, je pense que moins il y a de candidats à gauche, plus on a de chances de gagner. En tout cas, en un mot, parce qu'on va passer à la deuxième partie de l'émission, pas question de refaire comme en 2017, de se ranger à l'époque derrière Benoît Hamon et que Yannick Jadot s'efface. C'était la situation et c'était la décision des écologistes à l'époque, mais on était dans une inversion des sondages. Donc là, cette fois, pas question. Donc cette fois, aujourd'hui, si ça reste dans la configuration actuelle, tout le monde comprendra bien que c'est plutôt au Parti socialiste de venir pousser avec nous l'écologie. Mais encore une fois, nous, on a décidé, on fait notre campagne, l'écologie, les solutions écologistes. Tous ceux qui veulent venir avec nous sont les bienvenus. Avec un programme qui sera présenté plutôt au début de l'année 2022 pour Yannick Jadot, qui a déjà fait plusieurs propositions. Et il y en a une dont on va parler à présent dans Dimanche en politique, qui fait beaucoup débat. Et cette proposition, Mathieu Orphelin, c'est l'interdiction de la chasse le week-end et les vacances scolaires. Une proposition qui fait suite directement à plusieurs accidents qui se sont déroulés ces dernières semaines. La dernière en date, c'est dans le Tarn-et-Garonne, mais il y en a eu en Haute-Savoie. Et puis, bien sûr, dans notre région, le décès d'un homme de 67 ans, originaire de Chantosso, c'est dans votre département, le Maine-et-Loire, qui a été tué suite à un tir de chasseurs. C'était à Laillé, en Ille-et-Vilaine. L'auteur de ce tir a été mis en examen pour homicide involontaire. Un accident et un décès qui s'en est ensuivi, qui ont bien sûr bouleversé la France entière et notamment, il faut le dire quand même, beaucoup de chasseurs. Mais pour eux, pas question, en tout cas pour la plupart, de leur interdire leurs loisirs, notamment le week-end. Regardez ce reportage tourné dans le Maine-et-Loire par Éléonore Duplay et Cyril Dudon, on en parle juste après. Allez, bon, on est parti. Ils ont 22 et 23 ans. Pour David et Germain, les fusils font partie du quotidien presque depuis l'enfance. Pour eux,
L'interdiction de chasser le week-end rimerait avec la fin de cette activité. Moi, la chasse, c'est souvent le week-end, de temps en temps pendant les congés, mais bon, en tant qu'actif, on n'en a pas souvent quand même, où ça ne nous permet pas d'avoir une pratique de notre passion suffisamment régulière. Donc moi, la chasse, c'est le week-end. Sur ce terrain privé de 23 hectares, il marche le fusil cassé, le canon vers le bas. Hop. Michel Durchon a commencé à une époque où l'on achetait encore son permis de chasse sans passer d'examen. Il a donc vu l'évolution des règles de sécurité et se souvient de sa dernière battue au sanglier. Quand on est arrivé dans le champ avec les voitures, je lui ai dit écoutez les gars, c'est pas la peine de descendre les fusils. La route est à 100 mètres, donc pas question de tirer. Président des chasseurs en Maine-et-Loire, Philippe Justeau chasse au faucon et au fusil. En France, il a vu le nombre d'accidents mortels passer de 39 en 2000 à 13 en 2018, puis 7 en 2019. Pour faire baisser ce chiffre, il compte aussi sur la dernière obligation légale. On a 10 ans pour que tous les chasseurs aient repassé une mise à jour, en commençant par les plus vieux. Et donc ça, c'est vraiment très très bien. On commence à faire l'agence chasse de Maine-et-Loire. On va faire venir les gens par petits groupes de 10 ou 15. On va sans doute faire aussi des séances par visioconférence. Et dans 10 ans, tous les chasseurs se sont remis à jour pour les accidents. Une obligation de remise à niveau instaurée par la loi de 2019 qui, en compensation, entérine également la baisse du prix du permis de chasse. Interdire la chasse les week-ends et les vacances scolaires, c'est donc une des propositions de Yannick Jadot qui, visiblement, à Mathieu Orphelin, fait écho dans la population, parce que selon un sondage IFOP, 69% des Français y sont favorables. Et une pétition qui est en ligne depuis 2 mois et qui vient d'être reprise par le Sénat a recueilli près de 110 000 signatures. Et elle propose l'interdiction les mercredis et les dimanches. Ça veut dire que cette proposition, Mathieu Orphelin, elle est largement partagée par la population ? Oui, et une autre chose intéressante, c'est que ça fait débat. Ça fait débat de façon assez apaisée. D'ailleurs, on le voit là dans votre reportage, il y a des pour, des contre. 2/3 des Français sont favorables à mieux encadrer la chasse, et notamment le week-end et les vacances scolaires. Mais ce qui nous a semblé intéressant aussi, c'est d'avoir un débat sur un vrai thème de fond. Ça a fait débat de société. Et moi, je suis persuadé que sur cette mesure-là, eh bien, on va trouver à un moment un consensus avec les acteurs, et notamment, y compris avec des chasseurs. Il y a des chasseurs qui sont favorables pour que la chasse soit mieux acceptée, mieux reconnue, à ce qu'il n'y ait pas de chasse le dimanche, par exemple. Donc, voilà, discutons autour de cette proposition. Nous l'avons, Yannick Jadot l'a mis sur la table avant les accidents tragiques de ces 2 ou 3 dernières semaines, et vous l'avez rappelé avec cette personne décédée qui venait du Maine-et-Loire, qui était en voiture entre Nantes et Rennes. Donc c'est un accident là aussi très grave. Il faut qu'on agisse, il faut qu'on encadre mieux la chasse. Les pays où ça se passe, où c'est déjà en place, ça se passe très bien. Donc voilà, on a envie, et je crois que cette mesure de la chasse est assez emblématique de ce que veut faire Yannick Jadot dans sa campagne présidentielle, porter des mesures fortes, en débattre. C'est ça le débat politique, ça nous change un peu des polémiques un peu moisies d'Éric Zemmour, et on est sur des vrais sujets. Alors, vous parlez de débat apaisé. Je ne suis pas sûre que les propos que vont tenir Philippe Justeau, qu'on a vu dans ce reportage et qui est le président de la Fédération de chasse du Maine-et-Loire, soient vraiment propres à apaiser le débat, mais on va l'écouter quand même. À chaque fois qu'un automobiliste, un chauffeur écrase quelqu'un, vous pointez pas du doigt tous les automobilistes. Vous ne pouvez pas rendre responsable des gens d'un accident créé par quelqu'un d'autre. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez de la proposition d'Yannick Jadot qui serait interdire la chasse le samedi et le dimanche ? Est-ce que je peux être un tout petit peu méchant ? Ça se fait ou pas ? Alors, je vais vous dire ce que j'en pense, madame. Pour moi, ce sont des Khmer verts. Hein. Je le dis sans arrière-pensée. Vous êtes un Khmer vert, Mathieu Orphelin. La preuve, non. Écoutez, il faut que ce monsieur entende que plus de 2/3 des Français et des Françaises soutiennent cette mesure. Ce qu'il dit aussi, c'est que c'est vrai que les chasseurs ne peuvent pas être considérés comme responsables des déviances de certains et du manque de vigilance. Il y a quand même 1,1 million de pratiquants de chasseurs en France. C'est le 3e loisir après le football et la pêche. Ce ne sont pas tous des inconscients. Non. Loin de là, même, non. Évidemment. On voit qu'il y a des progrès à faire sur la sécurité. Par exemple, une visite médicale tous les 10 ans, notamment pour les chasseurs les plus âgés, ça n'est pas suffisant. Mais derrière, il faut que ce monsieur comprenne que 3/4 des gens qui habitent près des zones de chasse ont des fois eu peur
d'aller se balader parce qu'ils avaient peur des armes, des balles perdues, etc. Donc, nous, ce qu'on porte, c'est juste un meilleur partage de la nature. Le week-end, les gens, la nature, ce sera pour se balader en famille, tout seul, pour flâner, pour faire du VTT. Et vous savez ce que vous disent les chasseurs, c'est que 55% des chasseurs sont des actifs et que donc ils ne peuvent pratiquer la chasse que les vacances scolaires ou les week-ends. Ça veut dire, le lobby pro-chasse vous dit en fait, vous tuez la chasse avec une proposition comme celle-là. C'est pas vrai. D'abord, il y a beaucoup d'actifs. On voit d'ailleurs le profil des chasseurs a beaucoup changé, y compris dans notre région. Aujourd'hui, c'est plutôt des classes sociales favorisés pour un bon tiers d'entre eux, c'est plutôt des urbains, donc voilà, ils pourront prendre des RTT ou d'autres pour beaucoup pour aller chasser, et puis qui viennent dialoguer avec nous. Est-ce qu'ils souhaitent, par exemple, il y a des chasseurs de Loire-Atlantique qui m'ont dit « Nous, on est pour votre mesure ». Et pas un chasseur, une quinzaine de chasseurs qui m'ont dit « Nous, on est pour parce qu'on veut que la chasse soit réhabilitée, mais par contre, est-ce que vous pourriez quand même nous laisser chasser le samedi avant 10h et le dimanche avant 10h ?» Bon, ben là, ça fait pas. C'est des en tout cas, c'est une proposition, on voit qu'ils discutent et on n'a pas fini d'en parler. Non. Autre proposition chère aux Verts, c'est bien sûr le nucléaire. Il y a eu d'importantes divisions lors de la primaire écologiste sur le sujet. Celle de Yannick Jadot, c'est la sortie du nucléaire, je cite, de manière responsable, en 15 ou 20 ans. Mais expliquez-moi, Mathieu Orphelin, comment maîtriser les émissions de gaz à effet de serre sans aucun nucléaire, avec un prix raisonnable pour l'électricité, sachant que le nucléaire, c'est l'énergie décarbonée par excellence, quoi qu'on en dise. Il y en a d'autres, des énergies décarbonées, les énergies renouvelables qui coûtaient il y a 10 ans 3 fois plus cher que le nucléaire, le nouveau nucléaire, qui aujourd'hui coûte 2 à 3 fois moins cher que le nouveau nucléaire. Donc, nous, notre position, c'est de dire on maîtrise la demande d'électricité. Donc, elle va continuer à augmenter pour tout un tas de raisons, mais on limite cette augmentation, par exemple en rénovant mieux les logements, c'est une mesure parmi d'autres. Donc plus de sobriété et moins de consommation. Plus de maîtrise de l'énergie. Voilà. La demande en électricité va continuer à augmenter, mais un peu moins. 2, on accélère le développement des énergies renouvelables et du stockage de l'énergie. Et ce que porte Yannick Jadot, c'est que grâce à ça, mécaniquement, on va dire, on peut fermer une à une les centrales nucléaires. Pas par dogmatisme, comme disent certains, mais parce qu'on en aura moins besoin. Mais RTE, Réseau de transport électricité, a chiffré le 100% renouvelable, 10 milliards d'euros supplémentaires de surcoût. Vous dites c'est faux, c'est un chiffre sur lequel on ne peut pas s'appuyer ? D'abord... Si c'est du 100% renouvelable, je précise. Ouais. Dans le scénario, le RTE a fait un très beau travail. Après, le gouvernement a organisé la présentation des résultats d'RTE pour montrer que le nucléaire était la seule option. Mais on pourrait en parler des heures. Le rapport et les scénarios étudiés par RTE ne montrent pas du tout que le nucléaire est très favorable économiquement. Il y a 3 scénarios énergie renouvelable, donc certains sont quasiment au même niveau que les scénarios nucléaires. Et plus encore, depuis que ces rapports sont sortis, des documents du gouvernement ont fuité pour montrer que les hypothèses qui avaient été prises et données par le gouvernement pour ce rapport sur le nucléaire étaient beaucoup trop positives, comme par hasard. Notamment, finalement, on apprend par le gouvernement que ces fameux nouveaux réacteurs EPR, ce ne sera pas 2035, mais plutôt 2040 ou un peu plus tard. Donc c'est trop tard. D'abord, ce sera trop tard, mais en plus, ce ne sera pas finalement au coût que le gouvernement nous a promis. Comme d'habitude, le gouvernement, et là Emmanuel Macron nous refait ce que ses prédécesseurs avaient fait, essayer de faire croire à tout le monde qu'un homme seul dans son bureau, président de la République, peut décider de lancer des centaines de milliards d'investissements et qu'il suffit de le croire sur parole, le nucléaire, c'est toujours le plus propre et le moins cher. Ben, c'est plus vrai. C'était vrai il y a 20 ans. Si Emmanuel Macron veut revenir 20 ans en arrière, très bien. Mais aujourd'hui, ce qui est compétitif, ce qui va permettre de baisser et maîtriser nos factures, ce sont les énergies renouvelables. Un mot de la proposition d'Emmanuel Macron de développer aussi des SMR, c'est-à-dire les small réacteurs, les petits réacteurs nucléaires, et de la proposition de Christelle Morançais, la présidente de la région, de transformer la centrale à charbon de Cordemais en centrale nucléaire. En un mot, évidemment, vous n'êtes pas d'accord. Non, mais c'est génial. C'est là Emmanuel Macron et Christelle Morançais, bras dessus, bras dessous, sur le nucléaire. Mais ces petits réacteurs, ils n'existent pas. La France veut y travailler pour l'export, mais ce sera toujours très cher et ce n'est pas du tout adapté pour les sites existants en France. D'ailleurs, quand on développera le nucléaire, si jamais le nucléaire doit être développé, c'est sur les sites nucléaires existants, ce n'est pas à Cordemais. Donc, Emmanuel Macron a réussi à faire croire à Christelle Morançais qu'il allait avoir des réacteurs SMR disponibles, je ne sais pas, dans les 3-5 ans.
Mais au plus tôt, du plus tôt, ce sera 2040. La solution pour les salariés de Cordemais, il la faut pour 2024, pour 2025. On ne va pas attendre 20 ans pour trouver une solution. Donc c'est de la prestidigitation. Et je crois que voilà, il a réussi son tour de magie et Christelle Morançais s'est fait avoir par le tour de magie. Mais ça n'existe pas. Nous portons avec le groupe L'écologie ensemble au Conseil régional d'autres solutions, et notamment qu'enfin la présidente de région se mobilise auprès de l'Europe pour obtenir un certain nombre de financements, pour transformer l'usine et assurer la reconversion sur le site vers les énergies renouvelables, vers l'hydrogène. Mais en tout cas pas vers le nucléaire. Mais surtout pas vers un truc qui n'existera jamais. Un mot, parce que vraiment l'émission est pratiquement terminée. Amazon abandonné à Montbert près de Nantes, envisagé en Sarthe, envisagé en Maine-et-Loire à Cholet. Pour vous, peu importe le lieu, de toute façon, ce sont des projets qu'il faut refuser. Tant qu'Amazon ne paye pas ses impôts, tant qu'Amazon ne respecte aucune des règles auxquelles respectent tous ses concurrents ou les petits commerçants. Et voilà, donc nous, notre région des Pays de la Loire, celle qu'on soutient, c'est pas la région du nucléaire, c'est pas la région du tout Amazon et zéro commerce. Un mot aussi d'une autre proposition et même d'un projet voté par la région, c'est la prime de 200 € aux étudiants qui travaillent plus de 2 mois dans l'année. Vous dites non, vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi ? C'est assez surprenant, ça en a en tout cas surpris beaucoup. Non, écoutez... Un petit coup de pouce finalement à ces étudiants dont on sait la situation difficile. Le problème, voilà, c'est toujours cette valeur, la droite, il suffit de s'en sortir. Mais non, il ne suffit pas de vouloir s'en sortir. Moi, j'ai vu des jeunes à l'université d'Angers, 2 jours après la rentrée, qui m'ont dit « Moi, j'arrête la faculté parce que ça me revient trop cher. Je ne peux pas trouver un logement à Angers et je ne peux même pas me payer à manger. » La moitié des nouveaux bénéficiaires... Mais ce n'est pas pour ça qu'ils vont aller travailler. Ce n'est pas parce qu'on leur donne 200 € qu'ils vont travailler. De toute façon, ce sont des étudiants qui travaillent, mais les étudiants, il faut qu'ils aient la capacité... et les conditions de vie pour réussir leurs études. Le premier facteur d'échec dans les études aujourd'hui, c'est d'être obligé de travailler à côté. Donc, Christelle Morançais ferait mieux d'aider tous les étudiants qui en ont besoin, plutôt que d'être là dans dire oui, il y en a quelques-uns qui font tout pour s'en sortir, c'est que cela qu'il faut. Non, il faut donner à chacun les moyens d'étudier dans notre pays, en Pays de la Loire. Ça me rend dingue de voir des centaines de jeunes étudiants de la région faire les files d'attente dans les dispositifs d'aide alimentaire. Alors là, vous parlez en tant que conseiller régional d'opposition, mais vous êtes aussi, je le rappelle, et on l'a d'ailleurs beaucoup dit, député toujours. Vous vous représentez en juin prochain, bien sûr. Pas forcément, on va voir, je prendrai ma décision début de l'année ou plus tard. Et c'est une décision importante, familiale. Mais qu'est-ce qui pourrait faire que vous ne vous représentiez pas ? C'était votre premier mandat, Mathieu Orphelin. Et d'ailleurs, si vous vous représentez, ce serait sous quelle étiquette ? Pas La République En Marche. Ça pourrait être Europe Écologie Les Verts, auquel vous n'êtes pas encarté ? Moi, je serais, comme toujours, libre, écologiste, 100% écologiste. Et donc, on verra. L'étiquette aujourd'hui, bien sûr, là, on travaille très bien avec tous les partis écologistes et je suis fier de travailler avec eux. Maintenant, la politique aujourd'hui, telle que je la fais, c'est pas une politique d'étiquette, c'est une politique de combat permanent pour les gens. C'est ça que les gens, je crois, Et pensent. en un mot, parce que vraiment, on arrive à la fin de l'émission, si Yannick Jadot n'était pas qualifié au second tour, est-ce que vous pourriez appeler à voter Emmanuel Macron ? Ouh là là, ça fait des si. Oui écoutez, ou non je ne sais pas, on verra. C'est pas le scénario qu'on préfère, c'est pas celui qu'on va essayer de faire se réaliser. On verra tout ça. Merci beaucoup Mathieu Orphelin, en tout cas d'avoir été l'invité de Dimanche en politique. La semaine prochaine, dans le cadre d'une semaine consacrée en langue régionale, nous nous intéresserons avec Maxime Jaglin à un vieux mais toujours actuel débat, le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée sur France 3.